Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae où aujourd'hui on vous présente la pleine lune du mois de mai. Donc la lune des plantations qui porte aussi le nom de lune du lièvre ou de lune des fleurs. Alors lune des fleurs parce qu'il y en a partout, hein, c'est la saison où il y a les boutons d'or, il y a les marguerites, il y a les arbres en fleurs, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs et de tous côtés où vous voulez bien regarder. Beaucoup des blanches, Ouais. de rien. Ouais, blanche, rose. Ouais. Jaune un petit peu aussi, hein, quand même, il y a les boutons d'or, il y a les cœurs de marguerite, donc voilà. Mais oui, on y reviendra dans la catégorie couleurs, parce que ça reste les couleurs qu'on évoque beaucoup pour cette période. Et la lune du lièvre, parce que le lièvre est un animal lunaire. Oui. Voilà, parce qu'on dit dans la mythologie chinoise qu'il vit sur la lune, avec une dame dont je ne sais pas grand-chose, donc je vais peut-être te laisser compléter. Alors effectivement, en Chine, on pense que le lièvre est un espèce d'alchimiste capable de préparer une potion de longévité ou une potion d'immortalité et qu'il l'aurait offert à une femme qui, alors trompée par son mari je crois, s'est enfuie sur la lune. Donc on a une divinité féminine qui vivrait avec le lapin puisqu'elle l'aurait emmené avec elle en guise de remerciement. Il y a d'autres légendes qui disent qu'en fait le lapin est juste venu lui piquer cette potion. En tout cas le lapin est vraiment lié à la lune par rapport à l'intuition qu'il a, et aussi par rapport à cette préparation de potion de longévité, puisque il y a vraiment cette idée de pérennité en fait, voilà, qui est propre à la lune et propre au lièvre. Alors oui, lièvre, pas lapin. Les deux animaux sont distincts, on verra un petit peu plus tard pourquoi. Alors, on insiste aussi sur le lièvre parce qu'il s'adapte, mine de rien, et qu'à cette période-là, c'est important aussi parce qu'on est à mi-chemin, en fait, quasiment de l'année déjà. Oui. On est déjà en mai, donc voilà, on se rapproche de la jonction entre la saison sombre, la saison claire, en visuel, s'entend, ça fait longtemps qu'elle est passée, mais voilà. On se retrouve vraiment avec une distinction à faire à ce moment-là. Et il change de couleur de pelage, il devient brun pour se fondre plus dans les branches, alors que l'hiver il est blanc pour se fondre dans la neige, par exemple. Donc voilà. Et puis les jours se rallongent, donc ça fait écho à l'élixir de longévité, donc qu'il prépare soigneusement dans son atelier sur la lune. Exactement. Voilà, c'est également donc la lune des plantations ou des semis, donc pareil, je vais pas faire dans le très complexe, mais pourquoi parce que c'est le moment ou jamais de le faire. Oui. Voilà. Oui. Et puis tous les petits semis qu'on a préparés précédemment, c'est le moment de les planter en dur, cette fois-ci. De les mettre en terre une bonne fois pour qu'ils poussent, cette fois qu'ils prennent leurs racines et puis qu'ils poussent correctement. Et puis là je vais te repasser à nouveau le relais parce que c'est la lune de l'aubépine. Oui, donc, alors je vais te laisser parler de effectivement, l'aubépine. Hawthorn Moon en anglais, lune de l'aubépine. Alors pourquoi? Parce que cette plante est blanche, va présenter la virginité. Je suis désolée, les bruits que vous entendez à côté, c'est le chat qui s'amuse dans les feuillages un petit peu partout. Tu veux monter, c'est ça? Là, viens. Madame a décidé que non. Donc j'en reviens à mon aubépine. On va y arriver, donc. Donc, oui, du coup, je reprends mes notes. Oui, l'aubépine, donc, c'est un symbole de pureté, c'est un symbole de purification. Elle a ce côté blancheur qui va la mettre en rapport avec les énergies de la Vierge Marie, il y a un côté très catholique dans l'aubépine, puisque en plus l'aubépine est une plante avec des épines. Un autre de ses noms c'est l'épine blanche, et que ça rappelle la couronne du Christ. Donc voilà, une plante très connotée catholique, qui va nous intéresser parce qu'elle va présenter la purification physique mais aussi psychique. Pour moi, l'aubépine, c'est une plante de passage entre les deux mondes. On est au mois de mai, on l'a dit, les fleurs elles sortent. C'est donc une période privilégiée pour le petit peuple. Toute la période, de toute façon, il y a la croissance, la pousse. Le petit peuple reste vraiment très, très présent dans notre pratique. Donc l'aubépine est une plante du petit peuple. Elle est donc un passage entre les mondes.
Donc c'est là où ça nous intéresse parce que on avait vu le sureau, pas le saule, même si on l'a vu précédemment le saule aussi. Hein. Tout ça, ce sont des passages donc, qui permettent la communication avec le monde des défunts. Mais cette fois-ci, autant des fois on crée juste une porte pour se parler au travers, des fois c'est une porte de laquelle on fait venir les énergies des défunts, et puis des fois c'est pour que nous puissions y passer. Et le Bépine c'est ça, elle va purifier le corps, elle va purifier l'esprit afin de nous rendre aptes à traverser dans l'autre monde. Cette fois-ci c'est à nous de nous déplacer. D'aller voir. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est la période des engagements, c'est la période où on va passer contrat avec les entités tutélaires. C'est vraiment le moment où on baigne dans les énergies éthérées, où on les capte, où on fait partie d'elles. Voilà. Et l'aubépine, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas pour rien que quasiment tous les sorciers ont de l'aubépine chez eux. Ils l'utilisent tous. C'est une plante qui est souvent vue comme très magique, et ben c'est pour ça. Voilà, elle a cette capacité de portail entre les mondes. Alors pareil, le mois de mai, généralement, c'est la saison à laquelle débutent les mariages, hein, où les gens s'unissent, s'engagent définitivement. Encore une fois, on est sur une lune d'engagement. Hein, on l'avait dit déjà précédemment. Hein. Bah, puis ça fait écho à Beltane, hein, mine de rien. Hein. Oui, aussi, bien sûr. Qui était il n'y a pas si loin, hein, c'est dans les énergies de Beltane aussi. Hein, donc, on est totalement propice aux engagements. Complètement, complètement. Par contre, il faut savoir que l'aubépine, elle représente, à cause de ses épines justement, le combat. Elle représente l'adversité, elle représente les obstacles, elle représente les épreuves. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est liée à la rune, alors c'est pas Our, parce que ça c'est pour la bruyère, enfin la rune Urus. Elle est liée à la rune, un instant, Agalaz. Mais oui, Agalaz. J'ai du mal. Donc elle est liée à la rune Agalaz qui annonce les épreuves. Et on n'a pas envie de placer le mariage sous le thème de l'épreuve de l'hospice. Donc les Romains et les Grecs offraient bien de l'aubépine à l'occasion des mariages, mais le mois de mai était considéré comme un mois néfaste pour les mariages. Alors moi je vais le nuancer parce que vous avez deux couleurs d'aubépine principales. Vous avez l'aubépine blanche qui est immaculée, qui celle-ci va représenter vraiment la pureté, l'initiation, la renaissance, hein, quelque chose voilà, de vraiment très spirituel, philosophique. Et puis vous avez l'aubépine avec les bords de fleurs rosées. Et celle-ci, c'est celle que moi personnellement je dédie au mariage. Parce que justement, ce n'est pas un blanc immaculé, puisque pourquoi on disait que c'était néfaste? Parce que ce mois donc, est vraiment dédié à la fleur d'aubépine. L'aubépine, elle est blanche et par conséquent, rien ne doit venir entacher cette pureté. Donc, on doit rester chaste, on doit rester vierge. Et surtout avec l'influence catholique qu'il y a eu par la suite avec l'affiliation de la plante à la Vierge Marie, où on est sur de l'Immaculée Conception, donc on ne consomme pas de mariage, donc on ne se marie pas. C'est vrai que ça simplifie les choses. Ça aide à rester chaste, on va dire. Bizarrement, je conçois. Mais bon, il faut voir aussi qu'à notre époque moderne, rester vierge avant le mariage, ça se fait encore, hein, je ne dis pas, mais on va dire, c'est plus dans l'air du temps, hein, vraiment, on a évolué à ce niveau-là. Donc voilà, pensez simplement à prendre de l'aubépine pas complètement blanche, hein, celle qui est bordée de rose, hein, qui viendra rappeler justement la tendresse, qui est en lien justement avec l'amour, avec le partage à deux, hein, qui pourra venir justement placer votre mariage sous de bons auspices. Tresser les couronnes, hein, tout simplement pour chacun des deux époux, ça reste quelque chose de traditionnel, j'ai envie de dire, pour cette époque. En tout cas, voilà, vous avez vraiment deux formes d'aubépine, hein, elle a vraiment cet aspect double, hein, cet aspect miroir, hein, correspondance, et comme on l'a vu, il y en a un qui va vraiment bien pour la vie profane, la vie de tous les jours, la communication avec les autres, et puis il y a aussi donc ce côté spirituel, renaissance, là vous prenez la blanche. Donc l'aubépine pareil, hein, on a dit donc c'est l'épreuve, hein, avec son lien avec la rune Agalaz, c'est aussi la virginité, donc ça va être une renaissance par l'initiation.
puisque l'épreuve, c'est un peu le test qui permet d'éprouver la solidité, la valeur et tout un tas d'autres choses qu'on retrouve dans tout rite initiatique. Donc l'aubépine, vous allez pouvoir l'utiliser tout particulièrement pour faire vos dédicaces et puis tout ce qui est en lien justement avec l'initiation. Si vous voulez par exemple changer de voix, puisque des fois voilà on a fait un sujet et puis une année il se trouve qu'on s'intéresse à un autre domaine, eh bien on va pouvoir réutiliser l'aubépine pour changer de domaine, pour marquer justement cette nouvelle initiation, ce redémarrage en quelque sorte. Oui, ce changement de direction. Oui. Alors donc ça, le gamme de l'aubépine, ok, on vient de le voir, et il y en a un autre qui est très intéressant du même point de vue, c'est la bruyère. Alors la bruyère, ça se dit our dans le gamme celte, donc elle va être reliée à la rune Urus, donc qui est la rune de l'abondance principalement, mais aussi ça représente en fait, dans ce sens-là pour vous, le corps d'une vache et les cornes notamment, qui vont produire du lait aussi, du lait qui est blanc, qui s'associe très bien donc à l'aubépine. Donc la bruyère va porter des racines assez dures, assez sèches, c'est vrai qu'on puisse dire, au point qu'on en fait des pipes. L'utilité de la pipe, je vous renvoie à Tabac la grande fumisterie où vous verrez un petit peu l'usage du tabac en ésotérisme. Là pour le coup les pipes vont être un outil, j'ai envie de dire, un peu plus ouvragé, où on peut s'amuser à avoir des figures dessus, à avoir des formes, des symboles gravés assez facilement. Donc cette bruyère, elle pousse sur les marais, sur des terres assez arides. Donc on a le lien avec le précédent gamme, qui était le saule, comment ça s'appelle, donc tu avais Willow et tu avais Elder. L'aulne. L'aulne, merci. Je les ai dans tous les noms en français, c'est génial. Merveilleux, c'est pas grave. Donc l'aulne qui poussait aussi sur des zones aqueuses et principalement marécageuses. Donc la bruyère, encore une fois, comme l'aubépine, va permettre de faire un pont entre les deux mondes. Les deux sont vraiment des passages, des ponts. Vous savez qu'on les a construits au précédent Esba. Cette fois-ci, il est temps de les traverser. Donc de concrétiser ces passages. Donc la bruyère, elle va porter des couleurs blanches, elle va porter des couleurs roses et des couleurs mauves. On est toujours sur deux couleurs de l'initiation, que ce soit sur la bruyère ou sur l'aubépine. Ce sont vraiment des couleurs initiatiques, spirituelles. Donc au niveau de la bruyère, elle va représenter donc la fertilité et la vitalité, puisque c'est vraiment une floraison très abondante, très riche, d'où aussi son lien avec la rune de la richesse. Bien sûr. Qui va donc représenter la fertilité et l'abondance, j'ai envie de dire, de l'esprit, d'un peu tout en fait. Sur le côté matériel aussi, parce que moi tu me dis bruyère, je l'associe d'emblée aux gnomes. Oui. Et les gnomes sont les élémentaux de la terre, et non les élémentaires d'eau. Alors on va faire des contrepétries là où il n'y en a pas. Mais du coup, ils sont affiliés à la terre, donc à la fertilité, à la richesse également. Oui. Et on les utilise. On travaille avec eux, plus exactement, n'allons pas les contrarier, pour tout ce qui est rituel de richesse. Oui. Donc ça a vraiment ce côté, effectivement, abondance ancrée. Totalement. Mais ils ont accès aux richesses de la terre, ils ont accès à des trésors enfouis, ils ont accès à la mémoire. Et qui dit connaissance, dit influence. Ça, on ne peut pas passer à côté. Donc effectivement, la bruyère a ce côté fertilité, abondance et apport de tous les nutriments qui sont nécessaires, si tu préfères, pour gorger l'âme. Oui, bien sûr. Et le corps et tout ce que vous voulez. Et tout le reste. Exactement. Et tutti quanti.
Donc la bruyère va aussi représenter le lien entre la terre et le monde invisible. Une chose que j'aime beaucoup chez la bruyère, c'est qu'elle va très bien dans les balais, en tout cas pour ma pratique personnelle, parce que généralement les balais, en fait, on va les utiliser en boîte frêne ou plein de choses pour avoir l'axe cosmique, etc. La bruyère, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va venir nettoyer, elle va venir mettre les énergies en branle sans faire de mal aux entités qui sont déjà présentes. Vous avez des récurages et des nettoyages ésotériques qui, pour être efficaces, ont tendance à tout gicler. Bien ou pas bien, ça gicle. La bruyère, elle permet de préserver, j'ai envie de dire, les acquis. Oui, elle sélectionne. Elle sélectionne ce qu'elle vire, elle ne vire que ce qui n'a pas lieu d'être là, en fait. C'est ça, que ce qui est problématique en fait. Voilà. Hein. Donc voilà, vous pouvez avoir, moi j'ai des entités qui sont tout le temps dans la maison. Si je fais un récurage ésotérique fort, je suis obligée de le faire en 2 fois, c'est-à-dire que je fais déjà une pièce. Pendant quelques jours, les entités ne peuvent pas aller dedans, hein. Elles le savent, je les préviens à l'avance. Une fois que les énergies sont retombées en quelque sorte, ouais. Que c'est redevenu habitable pour elles, elles reviennent dans cette pièce et pendant un temps, elles se partagent que cette pièce parce que j'aurais fait tout le reste de la maison. Donc voilà, ça c'est quelque chose que la bruyère résout comme problème. Voilà. Oui, bah oui. C'est pas toujours évident de faire son récurage en 2 fois, en plus c'est jamais complètement total. Moi j'aime pas leur dire cassez-vous dehors pendant 3 jours, allez prendre des vacances. J'ai mon ménage à faire, j'aime pas faire ça, donc voilà, je me débrouille toujours pour qu'elles puissent rester dans la maison, puisque voilà. Bah, qu'elles aient au moins un pied à terre quelque part. C'est ça, c'est ça. Et puis ça peut toujours être risqué pour elles de sortir, enfin voilà. Donc à la maison elles sont protégées, je sais qu'elles ne craignent rien, c'est aussi partiellement pour ça qu'il y en a certaines qui restent chez moi, donc je ne vais pas aller les foutre dehors, ça c'est hors de question. De même, la bruyère et d'ailleurs l'aubépine aussi sont 2 plantes qui sont très aimées des abeilles. Généralement, quand une plante est aimée des abeilles, elle est aimée du petit peuple, parce que ça veut dire qu'elle elle a une odeur forte, elle a une odeur entêtante, elle produit du nectar sucré, tout ce qu'aime le petit peuple. Donc, les 2 plantes sont affiliées au travail, à la notion de projet, donc, hein, puisque tout ce qui est projet professionnel va se concrétiser sur cette période si précise. Hein. C'est vraiment la pleine lune des projets professionnels, des entreprises. La concrétisation au sens large. C'est ça, au sens large. Cette bruyère va nous aider dans ce sens-ci, mais elle va aussi venir compléter l'initiation. Notamment, elle avait dit lors du précédent Esba, c'est le moment de faire les appels aux entités qui vont travailler avec nous. Là, c'est le moment de passer les pactes avec les entités qui vont être ce qu'on appelle les entités tutélaires, hein, c'est-à-dire les tuteurs, les parrains-marraines, les gardiens. Donc, la bruyère va donner en symbolique le je suis votre dévoué serviteur. Hein. C'est vraiment l'humilité et la servitude. Ouais, hein. Donc il va venir vraiment programmer, j'ai envie de dire, votre contrat avec votre entité tutélaire. Donc elle est vraiment très intéressante pour ça. J'ai bien dit très intéressante. Elle est naturellement connectée aussi aux énergies célestes. Elle donne et ne demande rien. Ça, c'est ce que nous dit Julie Coton. Alors, elle donne et ne demande rien. Oui, il y a vraiment ce côté humilité. On l'a dit, hein, elle pousse en abondance et donne tout ce qu'elle a à offrir aux terres arides. D'où ce côté puits d'abondance et de fertilité. Bien sûr. Et elle a ce côté levé vers le ciel, effectivement, parce qu'elle est toujours poussée par les vents, en fait. Hein. Ah oui, bah oui. Sur ces zones-là, elle est vraiment en lien avec cet élément et donc avec cet aspect céleste. Donc, elle porte en elle cette notion d'élévation. Donc, couplé à l'aubépine, on a vraiment une élévation spirituelle. Encore une fois, on est sur 2 plantes de passage qui nous permettent vraiment d'être dans les meilleures dispositions physiques, morales, énergétiques, pour pouvoir passer dans les plans subtils, nous y rendre et, j'ai envie de dire, faire nos présentations, voilà, pénétrer dans ce monde, vraiment.
Donc voilà, vous avez sur la bruyère et l'aubépine une très belle complémentarité. Vous avez aussi 2 plantes qui sont axées sur la guérison. Alors l'aubépine, elle va travailler sur le cœur, le chakra du cœur. Parce que c'est un tonique cardiaque. Elle est utilisée en médecine, oui, comme tonique cardiaque, comme stimulant. Pour la circulation sanguine aussi. Hein, parce que comme c'est une plante qui pique, essayez d'aller marcher dans des orties, vous allez voir que votre circulation va être très vite activée. Pour l'aubépine, c'est un peu le même syndrome. Oui, ça pique, donc ça fait circuler les énergies, en fait, tout simplement. Oui, il y a vraiment ce côté circulation, fluide énergétique qui est présent. On l'a dit aussi, l'aubépine, elle permet un nettoyage psychique. Donc tout ce qui est nettoyage, c'est un côté préventif. La bruyère va aussi avoir beaucoup d'applications. On dit qu'elle console et réconforte dans les mythes et légendes celtes irlandais. Donc voilà, vous avez 2 plantes, encore une fois, qui vont être axées guérison, et on va en avoir besoin puisque comme on arrive justement au moment de concrétiser les choses, on l'a dit la dernière fois, on avait retiré notre carapace, on muait pour apprendre une nouvelle forme. Là, on guérit, comme Adélaïna l'avait dit, en profondeur, pour partir sur des bases solides et pour couper les peurs qu'on peut avoir à cette période. Donc dans les cristaux que j'ai sélectionnés, on va rester sur la thématique de l'engagement, de la confiance. Donc j'ai sélectionné la chrysoprase. Oui. Parce que la chrysoprase permet donc de faciliter les engagements en faisant taire tous les doutes qu'on peut avoir. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que je fonce pas droit dans le mur? Est-ce que... etc. Donc c'est une pierre qui effectivement a ce côté rassurant. C'est une pierre qui va avoir ce côté aussi introspection, dans le sens où on va pouvoir aller voir d'où viennent les peurs pour dire celle-là elle n'a pas lieu d'être, donc on passe à la suite. Oui. Et qui va nous former une espèce de chrysalide en fait, qui va vraiment nous former une espèce de carapace dont on s'est débarrassé nous, et du coup qui va nous permettre d'accepter plus facilement la transition. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment une pierre intéressante, et c'est une pierre d'autant plus intéressante qu'à cette période-là aussi, elle va nous aider à développer tout ce qui est intuition, tout ce qui est petite Jiminy Cricket, qui vont vous chuchoter des pensées du matin en disant tiens je ferais bien ça, et du coup vas-y fais-le. Voilà, ça va être l'occasion de concrétiser aussi ces intuitions et de les écouter un peu plus profondément, un peu plus sérieusement. Donc c'est vraiment une pierre intéressante pour ça. Et puis c'est une pierre encore intéressante sur un autre point, c'est qu'elle permet l'acceptation de soi. Oui. Et ça, quand on est en train de concrétiser des choses, c'est quand même super important, dans le sens où si tu connais tes faiblesses, tes forces, tu sais où tu vas, tu sais comment contrer les faiblesses, comment les compenser, et tu sais aussi comment tempérer tes forces pour pas qu'elles prennent toute la place. Donc c'est vraiment une pierre qui permet de concrétiser les choses sans se laisser déborder par quoi que ce soit. Oui. Donc en ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Elle est verte, donc elle est aussi vecteur d'espoir, qui peut aussi être utile à cette période-là, bien entendu. Et puis de floraison quelque part, puisque évidemment, le vert c'est la végétation en croissance, donc encore une fois cette notion d'augmentation, de richesse. Ouais. Donc c'est vraiment une pierre, et qui permet aussi, parce qu'elle est verte, elle résonne aussi avec le chakra du cœur, et donc de rester ouvert aux possibilités qui se présentent. Donc, pour moi, c'est vraiment une pierre qui coche toutes les cases pour cette période-là. J'avoue que pour le coup, elle est vraiment plus qu'adaptée. Et puis après, on peut travailler sur tout ce qui est confiance pure et dure. Donc à partir de là, ça va être plus avec des pierres solaires, avec la cornaline, la citrine, l'œil de tigre, l'œil de taureau et compagnie. Il y en a... X, une belle piochée, oui. X chiffres, et vous pourrez piocher là-dedans si votre caractère vous permet les affinités avec ces pierres-là. Parce que c'est des pierres qui sont assez caractérielles, mine de rien, les pierres solaires. Donc faut sélectionner.
La calcite est quand même pas mal, moi je trouve, quand on n'a pas trop d'affinité solaire. C'est vrai que c'est peut-être l'alternative intéressante. Ouais, La calcite orangée peut être la citrine, quand on n'a pas quand on n'a pas l'affinité solaire, la citrine est très difficile puisque voilà vraiment c'est le lion par excellence, hein, tout gonflé d'orgueil, vainqueur. La cornaline c'est pareil, hein, elle a ce côté caractériel assez puissant. Oui, mais elle est plus sanguine aussi, hein, c'est ça. Faut l'avouer. Donc elle a ce côté piquant aussi. Tout ce qui est œil de tigre, œil de taureau, bah, ça porte également la symbolique de la bestiole, donc ça reste assez fort aussi, hein, assez caractériel. Donc effectivement, la calcite orangée est une bonne alternative pour ceux qui sont un peu comme moi et qui n'ont pas l'affinité solaire. Et vous avez également donc toutes les pierres intuitives. Donc là, on va s'orienter plus sur des pierres lunaires cette fois-ci. Oui. Hein, tout ce qui est pierre de lune, tout ce qui est améthyste, tout ce qui est... alors j'aime beaucoup aussi, c'est la turquoise. Oui. Parce qu'effectivement, elle va résonner avec le troisième œil. Hein, donc, développer l'intuition, pour le coup, c'est marqué dessus. Et puis, ma préférée, la labradorite, qu'on peut utiliser effectivement pour tout ce qui est intuition, révélation, tout le côté mystique, hein, qu'on recherche à cette période-là. Oui, bah puis on en avait parlé, je sais plus, dans février. Celle de février, ouais. Mais parce que ça reste une pierre très, très lunaire, hein, pour le coup, donc... J'ai envie de dire, je pense qu'elle peut ressortir à toutes les pleines lunes, hein. Simplement vous l'utiliserez pas de la même façon. Après, ouais, elle a ce côté aurore boréale, elle a ce côté protection. C'est une pierre irisée, hein, donc elle est assez caméléon, mine de rien, parce qu'elle a des reflets orange, elle a des reflets verts, elle a des reflets bleus. Voilà, donc c'est vraiment une pierre qui est assez polyvalente, hein, mine de rien. Alors pour les runes associées, donc on a vu que c'était les runes Urus et Agalas. Alors Agalas donc pour l'épreuve. Alors il ne faut pas avoir peur de l'épreuve, hein. L'épreuve, c'est le moment où justement on teste la solidité et la fiabilité de notre projet. C'est aussi par l'épreuve qu'un couple se rapproche, crée des souvenirs, hein, tisse des liens qui vont durabiliser la chose, hein. Donc l'épreuve, ce n'est pas que la difficulté pure et dure, hein, c'est vraiment l'épreuve en tant que... Je ne sais pas, un peu la lumière dans les ténèbres, vous voyez, celle qui va venir vous nourrir et qui va maintenir le feu sacré, quoi qu'il arrive. Oui, puis comme renforcement. Oui, après celle qui permet de révéler. C'est vraiment le côté résistant. Hein. L'épreuve, c'est effectivement, ça passe ou ça casse, mais si ça passe, ça va redevenir encore plus solide, encore plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, oui. c'est ça. Donc c'est vraiment ce côté renforcement qu'on a aussi dans un Galas. Complètement. À mon sens, à moi, après. Bon, après libre à vous de vous faire votre symbolique, mais... C'est toujours pareil, ça dépend comment vous allez le vivre et ce que vous allez en faire. Il y a toujours, en fait, une façon d'aborder un problème, et c'est cette façon qui va faire que vous allez en tirer un avantage ou non. Et ça, voilà, c'est vraiment savoir s'adapter, rebondir, qui va vous permettre, voilà, d'en faire quelque chose de positif. Mais voilà, l'épreuve, c'est pas forcément... Enfin, à la base, l'épreuve, c'est quelque chose de neutre, hein, c'est ni positif ni négatif. Ça ne devient positif ou négatif que selon ce que vous aurez choisi d'en faire, hein. Ça ne dépend que de vous. La deuxième rune sera Urus, donc on a brièvement évoqué tout à l'heure, qui va donc exprimer, tout comme la bruyère, l'intuition, le ressenti, la médiumnité et le mysticisme. Vous allez voir juste après, d'ailleurs, c'est en lien avec le lièvre, hein, qui est l'animal de cet esba tout particulier. Et c'est en lien également avec la labradorite que je viens de mentionner. Aussi. Ce sont les mêmes propriétés pour tout le monde, là, aussi, effectivement. Alors, la signification première de la rune Our est vache, auroch, bovidé. Elle se rattache à l'archétype maternel, à la déesse mère primitive, aux valeurs de la lune, hein. Donc, encore une fois, on a une rune qui est très lunaire. C'est la rune de la vache cosmique, Adumla, de la tradition scandinave. Donc dans les mythes celtes, on retrouve ce motif de la vache nourricière, pourvoyeuse d'un lait merveilleux, boisson d'immortalité et liquide de guérison. Hein, on retrouve encore la guérison. Le lait de la vache tachetée du dieu Manan, qui est le dieu de l'au-delà insulaire, donc on a encore le lien avec l'au-delà. Comme le lait de la vache brune d'Angus, qui est le dieu lumineux de la jeunesse. Hein, encore une fois, on a cire, etc. Oui, on tombe sur nos pieds là encore. Qui rend immortel. Il est perpétuel à
toujours le goût du miel. Hein. On avait parlé de ces plantes qu'aiment les abeilles. Le fruit du travail des abeilles, c'est le miel. Donc là, on a vraiment quelque chose qui permet de nourrir ce qu'on est en train de préparer de notre travail, hein, qu'il soit personnel, ésotérique ou profane, hein, j'ai envie de dire, même spirituel. Tout type de travail, là, va être nourri, hein, va nous permettre de récolter les fruits de notre labeur. Hein. D'ailleurs, on va bientôt les récolter. Bien sûr. Hein. Là, on vient de faire le premier, enfin, on s'apprête à franchir le pas. Hein. Encore une fois, Our, elle a cette notion de pont. Hein. Vous voyez la forme de la rune. C'est encore une forme de pont. Oui, c'est un pont, oui, complètement. Donc là, c'est vraiment le moment de le traverser, c'est le moment de démarrer le voyage. Hein, on a préparé les bagages la dernière fois, hein, on a préparé les paniers d'osier, etc. Exact. Là, cette fois-ci, on s'apprête à aller les remplir. On part sur le chemin et on ne se retourne pas. Hein, c'est vraiment un voyage... Un aller simple. Oui, voilà. C'est vraiment l'idée qu'on ne revient pas en arrière, on s'est lancé, on va jusqu'au bout. Alors, pour les plantes associées, bon ben, évidemment, l'aubépine, la bruyère, hein, là on peut pas y couper. Le lilas, parce que ça permet une connexion au petit peuple, et on l'a dit, le petit peuple est quand même très très présent à cette période-là. Oui. On a la pervenche, parce qu'elle est symbole de fidélité et d'engagement, donc c'est pareil, ça reste thématique. Ce dit en passant, la pervenche est très 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 affiliée aux sorcières, hein, donc j'ai envie de dire, avec son magnifique violet, c'est ça. Vous avez de la magie en plus savoir qu'en fait. D'étoile, hein, en plus elle a une forme d'étoile, hein, oui, elle a 5 pétales. Ouais, tout à fait. On a le tilleul, parce que c'est le symbole, alors là plus de l'engagement amoureux, hein, cette fois-ci, plutôt, oui. Hein, mais oui, bon, il y a quand même cette symbolique d'engagement qu'il y a derrière le tilleul. Et puis le gui. Et puis, avant le gui, le tilleul, mine de rien, c'est celui qui apaise, qui détend. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il a des vertus anti-stress assez intéressantes. Surtout quand on commence à avoir les chocottes, parce qu'on se dit, mince, ça y est, on y est. On se lance, on y est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je recule? Est-ce que... Non, tu ne pas, d'accord. Et donc, du coup, oui, pour finir, le gui. Et le gui. Hein, dont on avait parlé plus pour la vidéo sur Yule, hein, cette fois, parce qu'effectivement ça reste une plante affiliée à Yule, et en même temps à l'Esbadmé. Donc comme quoi, hein, tout se recoupe plus ou moins. Oui. Alors, il se trouve que justement, le gui, il est très affilié à la bruyère. Hein, on a dit que la bruyère, elle représentait le ciel. Et le gui, il est toujours entre terre et ciel. Vous vous rappelez, au précédent Esbar, on vous avait présenté le saumon, hein, qui était vraiment l'animal de l'Esbar, qui navigue entre deux eaux. Et ben, le gui, c'est pareil. Lui, il navigue entre terre et ciel. Hein. C'est une plante parasite qui va venir donc se poser alors sur des hêtres et tout un tas d'autres arbres. Très rarement sur le chêne, c'est pour ça que les druides adoraient aller le cueillir, parce qu'il avait encore plus de force étant donné sa rareté. En plus, le chêne symbolise lui-même la force, la puissance. Donc voilà, le gui issu du chêne était vraiment très 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 recherché. Après, pour lui-même, il a des petites perles blanches qui sont associées à l'immortalité. Hein. On a encore une fois sur le lièvre avec sa potion d'immortalité. C'est aussi le gui, un semper virens. C'est aussi une plante qui nous apprend la patience, puisque ses fruits mettent 3 ans à germer, à être prêt, à arriver à maturité. Donc le gui qui est symbole d'immortalité, qui porte la blancheur, symbole de fertilité aussi, puisqu'il y en a qui disaient que c'était pareil au sperme. Hein. Donc pour la fertilité et la réalisation des projets, c'est aussi une plante de choix. Je pense qu'on a fait le tour pour le gui. Ah oui, puis dans le langage des fleurs aussi, ce qui symbolise l'invulnérabilité tout de même. Oui. Hein. Et puis l'amour immortel, je crois. L'amour triomphant. Oui, de mémoire. Hein, voilà. Donc il y a vraiment, voilà, encore une fois, toutes ces plantes, elles vont vous servir autant sur le plan personnel que sur le plan, j'ai envie de dire, public. Hein. Oui. Autant sur le côté profane que le côté sacré de votre être. Hein, c'est vraiment de l'ambivalence pour avoir, j'ai envie de dire, un être plein et entier. Hein, c'est vraiment la lune et en équilibre avec les entière. deux. Ouais.
On associe vraiment les deux de façon à les synchroniser, si vous voulez. C'est vraiment l'occasion de synchroniser vos deux vies pour qu'elles se courjutent pas et qu'elles puissent vous satisfaire d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Voilà. Les animaux ? Allez, les animaux. Bizarrement, le lièvre. Hein. Étrangement. Hein. C'est pas comme si c'était dans le monde de la Lune. Donc, pour la fécondité, bien entendu. Pour la longévité, évidemment. Et puis, alors, là, je vais faire quand même une toute petite parenthèse, justement pour pas confondre avec le lapin. Parce que on dit le lapin, l'accouplement, etc. Le lièvre ne porte pas cette symbolique-là. Il va porter la symbolique de la fécondité, mais de la longévité, en fait, de la pérennité, plutôt. Oui. Et parce que, de base, en fait, le lièvre est monogame. Contrairement au lapin qui, effectivement, a tendance à être un peu plus coureur. Pour faire synthétique. C'est vrai que le lièvre est monogame. Ça, on entend très peu. Donc, j'ai envie de dire, oui, accouplement nombreux, certes, mais toujours avec le même partenaire. Donc, il y a aussi cette notion d'engagement amoureux. D'engagement et de fiabilité, du coup. Oui. Hein, parce que de loyauté, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment une symbolique intéressante qu'on retrouve dans la symbolique du lièvre et non pas dans celle du lapin. Donc, on va continuer. On va considérer la femelle du lièvre, la hase. Bien entendu. Très intéressante. Oui. Parce que, alors là, pour le coup, la fécondité, on y est. Ne serait-ce que parce qu'elle a 2 utérus. Ouais. Donc, elle a du courage, la dame. Pauvrette. Pauvrette. Mais du coup, voilà, c'est vrai que pour tout ce qui est rituel de fécondité, cette symbolique peut être très intéressante. Tout à fait. Et puis, continuons dans la famille. Le levreau, allons-y. Le petit du lièvre, cette fois-ci, qui a comme particularité de naître les yeux ouverts. Et donc d'être très axé clairvoyance, lucidité, curiosité, mine de rien, parce que du coup, d'emblée, il va pouvoir partir à la découverte de son monde. Donc c'est quelque chose de très intéressant à creuser comme symbolique. Oui. Et je rajouterai 2-3 petites choses sur le lièvre. On parlait tout à l'heure de cette légende qui l'affilie à la lune. On a dit que le lièvre était monogame, mais il est la plupart du temps solitaire. Hein. C'est vraiment un animal qui aime vivre seul. C'est un animal qu'on peut rencontrer de jour, mais c'est un animal qui a ce côté solitaire comme la lune. Et du coup, cette image du lièvre dormant au clair de lune va permettre justement d'enrichir et d'entretenir son lien avec cette immortalité, le cycle de fécondité, etc. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, une symbiose, encore une fois, hein, entre le lièvre et la lune. Donc, comme vous analysez le lièvre, pensez toujours à son lien à la lune. Les petits donc, ont les yeux grands ouverts et l'animal en général a une acuité sensorielle de dingue. Exactement. Parce que contrairement au lapin qui va se creuser son petit terrier pour pouvoir se mettre à l'abri, le lièvre ne creuse pas le terrier. Hein, il reste, alors il va juste des fois élargir, mais il va utiliser en fait des cavités naturelles et il ne va pas s'enfouir très profondément sous terre. Donc il reste facilement la proie de prédateurs. Hein. Il compte sur sa vitesse et ses dons. Hein, et ses sens développés pour pouvoir faire face. Oui. Exactement. Et puis sur un petit cadeau que la nature a fait aux tout petits. Oui. Hein, parce que du coup, donc, je disais les tout petits, curieux, les yeux grands ouverts, etc. Et quand ils naissent, ils n'ont pas d'odeur. Donc ils sont aussi symboles de discrétion du coup. Parce que s'ils ne sentent rien, ils ne sont pas repérables par les éventuels prédateurs. Donc ça permet de voir sans être vu finalement, parce qu'ils ont cette acuité, cette vision et cette discrétion parce qu'on ne peut pas les repérer. Donc c'est vraiment la symbolique de voir sans être vu que j'aime beaucoup chez le levreau. Clairement, et du coup vous allez aussi pouvoir l'utiliser en symbole pour vos initiations puisque tant que vous n'avez pas fait votre dédicace finalement, vous n'êtes pas présenté aux divinités, vous n'existez pas. Hein, donc vous êtes comme le levreau qui n'a pas d'odeur, qui en grandissant, en renforçant, en avançant dans la vie, va se charger d'odeur et donc va devenir visible cette fois-ci, une fois qu'il est prêt. Donc vous avez encore, oui, toute cette symbolique de rituel initiatique qui est présent avec le levreau. Et le dernier animal, le papillon ?
L'avant-dernier. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Il n'est pas écrit. L'avant-dernier, non, l'avant-dernier. Je te laisserai parler du dernier, effectivement. Donc, l'avant-dernier, cette fois-ci, le papillon. Oui. Alors, pour effectivement toute la symbolique de on sort de son cocon, on se révèle au monde, finalement, sous une nouvelle forme, toute jolie, toute chatoyante, toute belle, toute neuve, j'allais dire. Tout à fait. Et tout ce qui est côté onirique, le papillon, moi je l'affilie facilement au monde des rêves, donc on recoupe avec le tilleul, mais vraiment cette rêverie, ce côté un peu perché, j'allais dire, mais oui, voilà, voilà, effectivement, qui donne cet objectif finalement, qui donne l'objectif à atteindre, à dire bon cette fois je veux devenir papillon, je veux me transformer, je veux atteindre cet objectif-là. Et il va rejoindre aussi la symbolique du levreau avec ses yeux grands ouverts, c'est celui de l'émerveillement. Exact. Quand on s'initie et que tout est neuf et tout est nouveau, rose, ce que vous voulez, tout possède une lueur bien plus forte, bien plus attractive. Bien sûr. Puisque il y a ce nouveau regard, cet émerveillement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à travailler pour la période. Et puis le dernier. Le dernier, du coup, c'est le chien que tu voulais évoquer de mémoire. Oui. Pour la fidélité, pour ce côté serviteur cette fois-ci, on est donc sur une lune qui permet les dédicaces, mais on l'a dit aussi, les contrats avec les entités tutélaires. Donc il n'y a pas meilleur animal, j'ai envie de dire, pour présenter cette fidélité. C'est maître-élève, il y a vraiment un rapport dominant-dominé, quoi qu'on en dise. Quand on travaille avec une entité, l'entité va vous dire ok, j'assure cette partie-là, mais en échange, tu vas écouter, obéir et faire ce que je vais te dire. Ça, vous n'y couperez pas. Et donc, le chien va avoir cette symbolique. Oui. Et puis cette volonté, mine de rien, de faire plaisir à son maître, comme on peut avoir dans une relation avec une entité. On va vouloir lui faire plaisir, on va vouloir la satisfaire pour qu'elle puisse nous donner, j'allais dire notre bol de croquettes, vulgairement. Voilà. Il y a un petit peu de ça aussi, mine de rien, dans le rapport qu'on peut avoir avec une entité tutélaire. Donc pour les divinités et entités qui sont associées à cet esba, vous allez retrouver donc avec le gamme de l'Aubépine, le dieu, alors excusez-moi, Kuroy, je crois que ça se prononce comme ça, je vous réécrirai en dessous comment ça s'écrit, qui est un dieu irlandais, qui est associé à la nuit, à l'obscurité ainsi qu'à la mer et à l'eau. Alors on l'a dit, l'Aubépine est liée à la rune Agalaz, qui est la rune de la grêle et qui présente les obstacles, l'adversité, les épreuves de la vie, etc. Donc ce dieu, il est le dieu des changements. La mer, la lune, ça rappelle des choses un peu inquiétantes aussi, mine de rien. La nuit, l'obscurité, encore plus. Et il est la lumière qui jaillit dans la nuit. Donc c'est vraiment la divinité qui vous permettra de passer les épreuves plus sereinement, c'est-à-dire d'en tirer un enseignement, d'en tirer quelque chose, que ça ne soit pas de l'épreuve en pure perte. Voilà, moi je dirais. Ouais. Donc voilà, en tant qu'entité tutélaire des épreuves, cette fois-ci, pour tout ce qui est rite initiatique, bien évidemment, il est tout indiqué. Bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser aussi toutes les divinités qui sont en lien avec les mystères chez les Grecs. Vous avez les mystères d'Élusis par exemple, qui sont des rites initiatiques très connus. Donc vous avez généralement les divinités de fertilité souterraine, c'est-à-dire Déméter, Perséphone et Cat. Et tant d'autres, mais ces trois-là principalement pour le panthéon en question. Vous avez bien évidemment Héra, qui est quand même la déesse des engagements, notamment amoureux, avec son mari qui fait appliquer les contrats, qui est le juge suprême, j'ai envie de dire, vous avez le couple détonnant de cet esba. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, non mais il y a pas mieux. Donc vous avez le contrat de mariage en pur et dur, et j'ai envie de dire, là,
il n'y a pas vraiment moyen de dévier. Et Zeus qui, à coup de foudre, au mauvais sens du terme, vous fera appliquer de force s'il le faut. Donc effectivement, non, c'est le meilleur moyen de respecter ses engagements. Hein. Ah bah voilà, si vous faites un engagement avec ces deux-là, vous pouvez être certain que... Enfin voilà, assurez-vous de respecter votre parole. Respectez-le, ouais. Conseil, faites ce que vous voulez, mais... Moi, je vous conseille de le respecter. Mauvaise idée de se les mettre à dos. Clairement. Oui, vous pourriez avoir quelques petits pépins. Oui. Surtout que, voilà, dans les mythes et légendes qui... Ah ben, on sait qu'ils sont pas à tendres. leur fait. Exactement. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un envers l'autre, d'ailleurs. Hein, D'autant plus, je dirais. C'est vrai que, oui, comme vous voyez, les histoires de personnes extérieures, en plus, qu'ils impliquent dans leurs propres histoires... On a toujours l'impression qu'ils jouent aux échecs, les deux. Oui, et avec des personnages intermédiaires, c'est les pions qui se battent et puis qui représentent le camp. Et... Moi, c'est l'impression qu'ils m'ont toujours donné. Les deux jouent aux échecs et puis bah, les mortels qu'ils utilisent sont leurs pions. Enfin, c'est complètement ça. Moi, de mon point de vue, ça ressemble à ça. Après, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est mort et qui s'en prenne directement à l'autre. Hein. Ça gagnera du temps. Mais... je repense à Zeus qui suspend Héra par les chevilles. Elle a vu tous les autres dieux, en plus, ça, histoire de bien montrer qui est le patron. Oui, il a une notion du couple très relative. Hein, oui. Non, puis en plus, je trouve que c'était vraiment très mal à propos de sa part, parce que c'est lui qui la trompe, et c'est encore elle qui, à vouloir essayer de le surprendre, se fait punir. C'était assez machiste, quand même. C'est très bon goût, oui, n'est-ce pas? Bon, après, voilà, hein, autre temps, autre mœurs. Mais enfin, vous avez également une déesse gauloise, qui est très peu connue, qui s'appelle Uroika, qui était vénérée, je crois, en Suisse romande, donc dans nos contrées, pas directes, mais voisines. Oui, voilà. Qui est donc la déesse gauloise de la bruyère, donc de la plante, donc qui va porter le nom, enfin la racine Ur, qu'on retrouve aussi dans Urus, donc Ur, Urus, Uroika. Les trois sont liés donc au niveau de la guérison, au niveau de la médecine, que vous allez aussi pouvoir fêter à cette période, bien évidemment. Vous pouvez demander la bénédiction de cette divinité pour aller cueillir votre bruyère. C'est même plutôt de bon ton. On sait que les Gaulois aimaient aussi fumer. Donc vous pouvez dédier votre pipe à cette divinité. Et bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver donc toutes les divinités qui sont liées aux engagements ou alors qui sont en lien avec la médecine, la guérison, l'initiation. Vraiment, toutes ces divinités-là, vous pouvez leur faire une place dans vos célébrations en cette occasion. On passe aux couleurs ? Bah oui, une couleur associée. Alors les couleurs, le blanc, je pense qu'on l'a assez mentionné tout au long de la vidéo. Le blanc de la pureté, de la spiritualité, de la chasteté et compagnie. Le violet. Bien sûr, toutes les de la pervenche, du coup, du lilas, etc., qu'on a mentionné il y a environ 30 secondes. Et de l'améthyste aussi qui respire de l'intuition, et tout ce qui est pastel, mauve, rose, oui, pareil, qu'on retrouve sur les fleurs précédemment citées et qu'on retrouve un peu partout à cette période. Et je sais que t'es pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, mais le rouge... Oui, alors c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que le rouge passion, je vais l'utiliser pendant cette période, mais par toutes petites touches en fait. Parce que pour moi, ça va représenter le ciment. Vous voyez sur votre mur, ce que vous avez principalement c'est de la brique ou de la pierre, et puis vous avez des toutes petites couches de ciment qui sont là justement pour solidifier, renforcer le tout. Donc pour moi, le rouge passion il s'utilise comme ça, j'ai envie de dire comme le piment, la petite épice qui va venir relever le tout, ou le ciment qui va consolider le couple. Mais c'est pour moi avant tout la tendresse, les souvenirs, la raison et non pas le côté émotionnel qui vont venir en fait solidifier les engagements. Parce que pour moi le rouge c'est la passion dévorante, et qui dit passion dévorante dit se consume vite, très vite, et parfois trop vite pour laisser le temps en fait à des émotions plus tendre, plus chaste, plus platonique finalement, plus profonde, de venir consolider la relation. Donc je l'utilise, mais en toute petite touche. Alors moi je l'utilise forcément un petit peu plus parce que la bougie que j'associe à cet esba est rouge. Oui. Alors
Effectivement, hein, il y a ce côté passion dévorante, etc. Mais pas que. Moi, le rouge, pour moi, je l'associe déjà au chakra racine. Oui. Donc, à l'ancrage. Oui. Donc, à la solidité. Tu vois, donc déjà quelque chose vraiment de solide, de fiable. Tu vois, moi, la brique, pour le coup. Oui, oui, oui. Donc, vraiment quelque chose de solide. Il y a aussi tout ce côté... on s'affirme. Tu vois, au précédent Esba, c'était rose. Tout à fait. Finalement, le rouge, c'est qu'un rose plus fort. Tout à Tu fait. vois ce que je veux dire. Donc, c'est le renforcement donc du de la coup, c'est couleur. vraiment ce côté, voilà, ce côté vraiment solide, vraiment, vraiment fort. Et puis, les braises sont rouges. Aussi. Un soleil qui rougeoie, il rougeoie quand il se lève et quand il se couche. Donc c'est aussi quelque chose, tu vois, qui va permettre ce côté... entre deux mondes, voilà, transition. ce côté transition, effectivement, voilà, entre l'obscurité que tu évoquais avec les divinités et la lumière qu'il apporte encore. Parce que ça reste une lumière timide, mais ça reste une lumière. Bien sûr, bien Donc, sûr. Voilà pourquoi moi, la bougie à cette saison-ci, elle est rouge. Ah mais complètement. De toute façon, c'est toujours pareil, ça dépend de la symbolique que vous mettez derrière. On vous donne des exemples, on vous donne aussi nos visions personnelles. Hein. Vous voyez, on en a une différente là pour le coup. Mais j'ai envie de dire, elles sont toutes... Enfin, il n'y en a pas de mauvaises, hein, elles sont toutes bonnes. Pourquoi ? Parce que la question, c'est comment... cette couleur, vous l'appréhendez, comment vous allez la charger, comment vous allez raisonner avec elle. Moi, je suis quelqu'un qui suis très... j'ai de l'intuition, c'est pas le souci, mais je suis pas vraiment versée dans l'émotif. Moi, je suis plutôt une intellectuelle qui va être sur 10 raisonnements. Je vais me faire violence s'il le faut pour justement aiguiller mes choix au mieux. Je suis pas versée dans le passionnel. C'est quelque chose qui me fait en partie peur, hein, faut l'avouer, c'est quelque chose qui m'effraie. C'est quelque chose que je maîtrise mal. Donc j'ai appris au maximum, j'ai envie de dire, à le contraindre. Hein. Donc je vais l'utiliser forcément avec parcimonie. Le but pour moi n'est pas d'ouvrir la boîte de Pandore. Adélaïna, c'est différent. Ah bah moi pour le coup je suis purement instinctive, à peu de choses près. Et effectivement c'est ce que je disais, le rouge étant lié au chakra bas en fait, ça va être les instincts. Donc c'est aussi une façon effectivement de mettre en valeur l'intuition dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà, pour le coup, faites votre soupe. Hein, j'ai envie de dire, c'est en fonction de ce que vous ressentez. Mais la preuve, on pratique à deux, on a deux pratiques différentes. C'est ça. Mais c'est vraiment important que vous puissiez y mettre votre symbologie personnelle. Parce que c'est comme ça que vous pourrez entrer en résonance et c'est comme ça que vous pourrez charger véritablement la chose et que ça a le plus de chances de marcher. C'est pas le tout de redire, bon bah voilà, les gens ils disent ça. Si vous n'arrivez pas à adhérer à cette vision, vous n'arriverez pas à vous connecter à l'énergie, vous n'arriverez pas à la manipuler comme il le faudrait. Donc voilà, faites-vous confiance là-dessus et travaillez les symboles pour ce qu'ils sont, mais surtout dans votre rapport à eux. Hein. C'est vraiment ça le truc qui va faire que d'un seul coup, voilà, là la bougie bleue, ça me plaisait pas dans ce rituel, je vais pas hésiter à la changer, hein, s'il le faut. Parce que si les énergies ne résonnent pas, ça marche pas. Ça se courjute, ça s'annule, ça part comme ça devrait pas. Enfin voilà, là vous serez plus dans le contrôle. Vous serez vraiment victime. Ouais. Pantin. Et du coup, pour continuer dans le fait qu'on ait deux approches différentes, toi la bougie, tu la mettrais de quelle couleur ? Ben écoute, j'aurais tendance à la faire blanche et violette, je pense. J'en ferai sans doute une bicolore vu que c'est un aspect double. Ouais. Pour avoir le côté mystique. Ouais. Hein, et puis le côté voile virginale, hein, j'ai envie de dire nouvelle virginité, renouveau, renaissance. Renaissance et mort, hein, d'ailleurs, les deux. Bah, c'est bien comme ça ceux qui sont plus comme elle pourront allumer aussi une bougie, il n'y a pas de raison. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'en prendre une rouge, donc je continue sur ma lancée, d'autant que j'ai vraiment la symbolique affiliée, donc voilà. Mais pour ceux qui ne partagent pas la mienne, voilà, vous pouvez toujours essayer avec celle de Bélissandre. Du coup, ça coûte rien. J'ai pas essayé, alors je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Par contre, des bougies blanches et violettes à cette saison, j'en utilise et elles vont très bien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, les bougies violettes, vous pouvez les placer
au clair de lune, vous allez voir que si vous les utilisez uniquement pour la couleur, vous allez voir que elles vont se charger du symbolisme de la couleur d'une façon admirable. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors les énergies dégagées par la lune. Donc la nature, elle est parée de ses plus beaux atours, elle nous montre toute l'étendue de son savoir-faire là en cette période. C'est aussi l'heure pour nous donc de concrétiser les idées que nous avons fait germer. Donc au précédent TESBA, on se rappelle, on a lancé les idées de projet, on a appelé les gens pour obtenir les prêts bancaires et tout le matériel nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Et là, on arrive au moment où on arrête de parler et on se lance dans les actes. Donc c'est vraiment le grand pas. Donc cette lune revêtira un rôle de témoin des actes qui vont se jouer sous ses yeux. Elle va être aussi un théâtre vivant, dont vous allez être l'acteur cette fois-ci, puisqu'on se rappelle, vous avez le ballet des abeilles, vous avez l'envol des papillons, les oiseaux sont en train de construire les nids, ils font leurs petits. Toute la nature, j'ai envie de dire, joue une scène géante et c'est à vous de jouer votre rôle cette fois. Les eaux qui sont encore parfois troubles, vous savez les eaux du marais qui étaient troublées par les gouttes de pluie, cette fois-ci se reclarifient. Donc elles nous permettent de gagner en acuité, on l'a vu avec le lièvre, en plus de clarifier donc l'esprit et le corps avec l'aubépine, leur blancheur qui vous permet donc d'être au clair, d'être prêt physiquement, intellectuellement, psychologiquement, sous toutes les formes que ce soit. Cette lune, elle va nous parler aussi d'altruisme, de sacrifice, de compassion, d'engagement et de communion avec tous les plans éthérés de toute nature. Alors pourquoi la compassion et le sacrifice? On a vu avec les runes Agalaz et Urus. On l'a vu avec la bruyère et l'aubépine. On est sur de l'amour, on est sur de la servitude, mais on est aussi sur de l'adversité, on est aussi sur l'épreuve. Et ça va venir, le sacrifice, compléter les derniers choix que vous avez à faire, puisque là, on a dit des actes, des gestes, c'est-à-dire qu'on a un chemin qui s'ouvre sur deux voies, faire ou ne pas faire, et le chemin pour faire va forcément vous fermer des portes. Une fois que vous empruntez un chemin, l'autre s'écarte. Vous le retrouverez peut-être plus tard, mais pour l'heure, vous vous engagez sur une voie et vous n'avez plus que cette voie en tête. C'est elle qui va vous guider. C'est vers elle que vous vous dirigez précisément. Donc voilà, il y a des sacrifices à faire. Si on décide de faire sa dédicace de sorcier et j'ai envie de dire de sortir du placard, ça veut dire qu'on va sans doute recevoir plus de visites, ça veut dire que ça va modifier un petit peu notre quotidien. Donc voilà, il faut s'attendre à avoir des sacrifices à faire, avoir conscience desquels et j'ai envie de dire, on est sur une lune de l'intuition, c'est le moment aussi de l'interroger pour savoir quels vont être ces obstacles. Pour ceux qu'on peut connaître, puisqu'il y en aura toujours des cachés, c'est le principe aussi de l'épreuve. D'initiation, oui. Exactement. Mais il y a aussi les sacrifices correspondants que vous allez pouvoir détailler pendant cette période. Donc toutes ces choses qui paraissent disparates, opposées, contraires, vont venir le temps de cette pleine lune s'unifier pour vous rendre entier. Vous allez vraiment apparaître dans votre entièreté, dans votre totalité, dans votre globalité, dans votre complexité aussi. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de synchronisation. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment accorder tous les violons de tout le monde. Pour que ça rentre et que ça vous pose plus de problème en fait. C'est vraiment l'occasion de tout accorder, voilà. D'accorder vos violons pour que ça donne une partition qui sonne juste. Oui, et puis ça permet aussi justement un échange véritable, parce qu'on a tendance toujours à compartimenter, j'ai envie de dire, si on est en train de faire un acte d'ésotérisme, on n'est pas en train de regarder la télé, donc les devis généralement profanes et sacrés, en tout cas ésotériques, ne s'en rencontrent pas facilement. Bon, vous l'avez vu avec nous, quand même, on l'insère dans le quotidien partout, mais c'est vrai que c'est souvent un problème pour les pratiquants d'allier les deux. Il y a toujours
un moment, des choix à faire, des sacrifices, il y a toujours des moments de déséquilibre et il faut savoir rééquilibrer justement pour pas que l'un ou l'autre prenne le pas et j'ai envie de dire garder sa complexité, son être entier, ne pas se sentir spolié. Hein, parce que par moment on peut être découragé justement d'être toujours dans l'un, on se sent fatigué, usé et voilà. Là, vous avez le côté plat et entier, vous êtes à la fois l'un et à la fois l'autre. Donc, c'est le moment où vous avez le plus de force aussi, le plus de vigueur. Bien sûr. C'est vraiment, voilà, le temps d'une nuit, ces deux facettes qui vont s'harmoniser et nous offrir une base stable qui nous rend maître incontesté de notre destin. C'est pour ça que c'est la lune des engagements. C'est le moment où vous avez toutes les armes en main. En plus, on n'oublie pas, c'est le cinquième mois, la 5e pleine lune, en tout cas pour cette année, parce que des fois, vous avez la 13e lune, donc selon quand est-ce qu'elle a lieu, ça peut être la 6e. Mais ici, on est sur le chiffre 5, donc l'esprit qui commande à la matière, qui commande aux éléments, qui commande le reste, on est dans la maîtrise. Donc, il faut profiter aussi de cette symbolique qui est présente lors de cette pleine lune et qui va vous permettre aussi de vous affranchir de tous les obstacles qui peuvent se dresser, justement parce que vous êtes maître de cette situation. Cette lune, pour moi, est la plus importante. C'est vraiment celle qui permet de lever tous les obstacles, c'est celle qui permet de lever aussi les verrous personnels, les barrières psychiques qu'on a pu poser envers soi-même. C'est un moment où on ne peut plus se mentir. C'est ça. Voilà. C'est une lune qui pousse à la sincérité, complètement. Et à l'acceptation de soi aussi, à l'acceptation complète. Je suis païen, je suis aussi ceci, je suis aussi cela. On n'est pas sur du manichéisme, on est vraiment sur quelque chose de complexe et de profond. C'est aussi une lune, on l'a vu, très liée à la guérison. L'aubépine et la bruyère sont des plantes de guérison, de l'âme, du corps, de l'esprit, du cœur, qui sont aussi en lien avec l'altruisme justement à cause de ce travail sur le cœur. Donc, pareil, elle est liée à la Renaissance, sous une forme pleine et entière, puisqu'on ne fait pas une nouvelle lune, on fait une pleine lune. Donc, encore une fois, les plantes que vous allez bénir ce jour-là à la lune, elles pourront être enchantées afin d'accroître ces propriétés de guérison qu'elles possèdent de façon intrinsèque. Oui. Donc voilà, ça, les couleurs blanches, violettes, comme je vous ai dit, là vous pouvez les mettre au clair de lune. Les plantes du petit peuple, vous pouvez les baigner au clair de lune pour les renforcer. C'est vraiment une lune tant, j'ai envie de dire, pour sortir du placard que pour renforcer aussi l'être. Donc profitez de ce renforcement pour faire tout ça. Alors pour les activités solo, j'allais dire c'est évident pour le coup, mais la dédicace, on en a quand même parlé un certain nombre de fois. Oui. Donc donc voilà, la dédicace, le fait d'aller se chercher une entité tutélaire, effectivement, donc ça fait partie des rituels que vous pouvez faire. C'est le moment, donc, j'allais dire de pactiser, mais effectivement, au sens propre du terme, de faire des pactes avec les entités qui vous concernent, et puis d'aller consacrer, pourquoi pas, vos calices, justement, ou de les créer. Moi j'aime bien les consacrer à cette période-là, c'est pour ça. Ils sont déjà créés, parce que pour moi la période de création c'est plus février-mars justement. Donc là par contre, tu vois, sur avril-mai, je vais avoir tendance à les affirmer, encore une fois, tu vois. La création pour moi c'est quelque chose qui est encore timide, qui est pas tout à fait terminé. Là, à ce moment-là, vu que je m'affirme, ça y est, là c'est créé, c'est fait, maintenant ça devient ce que j'ai demandé. Vous pouvez les paramétrer évidemment avec des petites incantations, avec des petites infusions, pourquoi pas, vous pouvez éventuellement bidouiller votre vernicole pour apporter les dernières petites touches justement créatives sur le calice en lui-même. Du coup moi je peux faire aussi de la création de calice à cette époque, puisque généralement c'est parce que je vais avoir un engagement nouveau. Donc je vais avoir généralement un calice dédié à l'entité. Donc créer le calice, c'est déjà travailler, si vous préférez, sur l'entité, sur ma relation à elle. Donc je vais l'entretenir et la nourrir avec le calice, ça va le renforcer, ça va renforcer la connexion, etc. Donc
Sur mon calice, qu'est-ce que je peux mettre? On peut mettre plein de choses, hein. J'ai envie de dire, au niveau des matières, vous pouvez utiliser de l'argile, vous pouvez simplement graver du verre, simplement le peindre. Alors vous pouvez le peindre, j'ai envie de dire, avec de la peinture classique et puis ensuite appliquer un film protecteur. Vous pouvez aussi utiliser, comment ça s'appelait, les trucs pour la peinture pour vitrail. Vous avez aussi chez PBO alors je précise, hein, PBO ne me paye pas pour vous parler d'eux, mais il faut avouer qu'ils ont quand même de très bons produits. Et moi j'en ai justement, c'est de la peinture vitrail qui est fait exprès pour les verres, qui se passe ensuite au four. Et puis comme vous ressortez, c'est dur quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant pour coloriser les calices. Je vais y mettre aussi des pierres de serpentine. On l'avait vu justement au précédent Esba, hein, où ça représentait la parole créatrice. Cette fois-ci c'est la parole créatrice en tant qu'engagement, hein, c'est-à-dire la promesse solennelle. Je vais y mettre aussi des spirales, du fil de cuivre, justement avec cette notion de fil qui relie avec l'entretien, etc. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, au niveau des matières, vous en avez plein. Là, je vous laisse faire. Oui, et puis vous pouvez toujours regarder notre vidéo sur le calice aussi, où j'en avais présenté quand même quelques-uns. Si jamais vous avez le doute, j'en ai présenté je crois 4 ou 5. Donc bon, si vous voulez des idées de créate pure et dure, en plus c'est toi qui les avais créées pour la majorité. Oui, c'est vrai. Donc voilà, si vous voulez voir réellement l'application de ce qu'elle vous dit là, vous regardez la vidéo sur le calice, ceux que je présente, à part celui en métal, c'est toi qui les avais fait. Oui, donc vous verrez, les avez fait aussi en partie ensemble. Hein. Vous verrez à quoi ça ressemble quand elle vous parle de peinture et de fimo ou de je ne sais quoi dessus. Allez voir celle-là, vous verrez à quoi ça ressemble, vous verrez le rendu fini et ça vous donnera peut-être des idées pour les faire. Sur le calice dédié aux ancêtres par exemple, vous verrez que le verre c'est fait à l'éponge, hein, ça fait des espèces de petits picots, un petit côté granuleux mousseux que j'aime beaucoup. Qui est fait justement avec de la peinture vitrail. Une fois le calice créé, vous allez pouvoir le paramétrer. Alors là, je vous donne une formule comme ça. Calice que je dédie au pacte que je conclus devient l'instrument qui scelle les engagements. Baigné dans les rayons de la pleine lune de l'aubépine, ce premier vin que je te verse devient source de ton pouvoir à veiller aux engagements. Sous sa garde, je pactise avec toi et lie ton destin à la fonction de gardien des serments. Serviteur fidèle, je te confie séant la capacité à lier toute parole, toute promesse que je te confierai. Tu veilleras au respect de la parole donnée par toute entité qui se nourrira de ton contenu. Telle est ma volonté. Donc pour la préparation que je vais verser dedans, hein, dont je parle, je vais mettre un vin chaud sucré que je vais agrémenter de fleurs d'aubépine. Et si c'est l'entité tutélaire, bien sûr, avec de la bruyère. Je peux y mettre aussi de la fleur de pervenche. Ok. Voilà. Ensuite, ce calice, je vais le laisser donc à baigner dans les énergies de la lune. Je vais verser un petit peu du nectar en libation donc à la lune. Je vais prendre un petit peu de la substance et je vais venir en fait marquer mon calice avec le sigil de l'engagement. Alors ça, vous allez le voir apparaître, c'est un sigil que j'ai composé moi. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez. En sachant que ce sigil, si je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il contient tous les chiffres aussi. Ce qui permet de faire un pacte avec autant de numéraires que vous voulez. Voilà, c'est pas très bien dit comme ça, mais voilà, autant d'entités que vous voulez, puisqu'on n'est pas forcément sur un contrat entre deux individus, hein, il peut y en avoir plus, donc ça peut être intéressant. Et puis maintenant l'activité de groupe. Alors l'activité de groupe, oui, les unions, hein, évidemment, les empathies. On est d'accord, parce que pour le coup, symbole d'engagement, ça se pose là. Ah oui. Même si hein, nos amis romains disaient que le mariage à cette période-là, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais bon, voilà. Disons que les Romains n'étaient pas d'accord, mais les Celtes nous laissent induire que, effectivement, les handfasting à cette époque-là, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. Et puis après, renforcer les égrégores dans les coven. Probablement, enfin on peut peut-être s'en servir comme ça aussi, hein, après tout. Totalement, puis on a la suite de la recette à vous donner, hein. Ah, ta fameuse recette avec du sucre. Oui, parce que c'est le moment là. Eh bah oui, évidemment.
du coup, c'est pas compliqué. Vous allez donc casser l'œuf que vous aviez préparé au dernier esba. Et puis vous allez récolter tout le sucre. Cette fois-ci que vous allez mélanger. Hein. Vous prenez le temps tous de tripatouiller ça, histoire de mêler encore un petit peu, j'ai envie de dire, de vos morceaux de peau et compagnie, hein, parce que mine de rien, c'est ça qui va venir aussi nourrir soit votre égrégore, soit l'entité, soit voilà, selon la branche que vous allez choisir. Donc vous allez tripatouiller ça tout le monde. Je vous laisse créer par contre vos formules, hein, parce que ça va dépendre vraiment de ce que vous allez en faire. Il n'y a pas, enfin voilà, je peux pas vous donner tous les trucs, sinon la vidéo va faire 6 heures. Et ça, je crois que même Adélaïna m'en voudrait. Je n'aurai pas la patience, je te l'avoue. Donc on va se contenter de voir les étapes. Donc, une fois que vous avez tripatouillé votre sucre, vous allez le mettre dans une casserole avec un peu d'eau. Cette eau, vous allez mettre vos morceaux de papier dedans, je vais y arriver. Hein, vous savez, là, les morceaux qui contiennent le nom. Hein, et ben, vous allez faire en sorte que ça se dilue dans l'eau et vous allez utiliser cette eau-là pour faire votre caramel. Donc vous chauffez, vous faites un beau cercle, hein, vous touillez bien. Une fois que le caramel a fondu, vous allez le poser sur une plaque. Alors là vous avez le choix, soit vous essayez de faire un beau rond, hein, pour justement avoir la forme de cercle infini, hein, qui n'a ni début ni fin, donc qui s'auto-alimente. Ça c'est si vous voulez créer un égrégore ou une entité ou tout ça, c'est une belle symbolique. Ou si vous êtes d'un naturel un petit peu curieux, vous pouvez voir quelle forme va apparaître et faire de la divination sur cette plaque. Ça c'est au choix. Hein, vous essayez d'interpréter la forme, vous en discutez. En plus, ça vous fera travailler en groupe la symbolique, comment les autres réfléchissent, etc. Ce qu'ils voient, ce qu'ils ne voient pas. Ça peut être vraiment un travail super intéressant. Ensuite, donc, avant que votre caramel ait fini de se solidifier, vous allez y rajouter, j'ai envie de dire, quasiment le reste de tous les ingrédients qui composent votre œuf. On récupère tout, pas de gâchis. Le cheveu, chacun va déposer son cheveu. Hein, à un endroit, et vous allez presser avec le pouce pour avoir votre empreinte. Alors faites gaffe, le caramel ça brûle. Ah oui, il faut que ce soit chaud mais pas coulant, hein, on est d'accord. Faites attention, oui, le caramel c'est très chaud. Oui. Donc si vous sentez que vous allez vous cramer les doigts, l'idée c'est pas non plus de vous emmener aux urgences en catastrophe. Hein. Ah oui, non mais clairement. Attendez un peu plus longtemps. Voilà. Oui, de toute façon, ça va rester un petit moment, voilà. Donc ça, vous allez aussi y mettre le cuivre et les améthystes, et quitte à mettre tout ça, eh ben, autant donner une forme, hein, créer un mandala de groupe. Ben ouais. Hein, qui va venir renforcer en utilisant les figures géométriques, spirale, cercle, triangle, carré, selon ce que vous voudrez représenter. Hein, mettez-vous d'accord avant, ou alors laissez-vous encore une fois la surprise. Hein, ça peut être vraiment sympa aussi. Donc la figure géométrique va venir alimenter l'énergie que vous allez placer au centre. Vous allez pouvoir aussi rajouter des petits morceaux d'œufs. Hein, pour fignoler le dessin, pour faire une forme de mosaïque, hein, pour paver la route. Exactement. Mais oui. Exactement. Donc voilà, vous avez tout un tas de symboliques super sympas à utiliser. Et puis ensuite, pour l'énergie que vous allez mettre au centre, parce que vous allez laisser le centre vide, hein, vous allez avoir donc 3 choix. Soit vous allez apposer le sigil qui correspond au nom du coven, hein, qui va permettre de relier tous les membres au coven. Hein, donc le sucre qui a reçu donc la bénédiction de chacun va apporter les bénédictions au coven, cette fois-ci, donc et à ses membres. Hein, soit donc elle sera conservée dans un endroit protégé à l'abri de la lumière, cette plaque. Elle symbolisera l'engagement de chacun dans le groupe. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que à partir de cette plaque, vous avez, j'ai envie de dire, un plateau de nourriture pour votre égrégore. Hein, donc il va pouvoir aussi accueillir le sigil de l'égrégore au centre cette fois-ci, voire même quelque chose dans lequel vous voulez le voir grandir, hein. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer un système avec un œuf qui va venir se poser au centre et votre plaque à ce moment-là est un espèce de pentacle de charge
spécifique à l'égrégore du Coven. Ça c'est très intéressant parce que du coup vous allez pouvoir le nourrir tour à tour, vous allez pouvoir l'entretenir et vous allez pouvoir le voir trôner. L'égrégore sera toujours connecté à vous, il puisera ce dont il a besoin, vous pourrez le nourrir facilement et il aura une action immédiate sur chacun de ses membres pour les protéger. Et encore une fois, les bénédictions que vous aura apportées, ce seront ses capacités à lui. Donc si vous voulez apporter une protection, la discrétion au Coven pour qu'il soit protégé, il sera capable, votre égrégore sera capable de couvrir votre race. Voilà, donc là ça devient vraiment intéressant. Ensuite, pareil, vous pourrez vous placer en centre, en cercle, autour de votre plaque, vous liez les mains et commencer à réciter des psalmodies. Pourquoi pas en canon, aussi pour renforcer, faire un espèce d'écho de double jeu qui va venir justement renforcer votre œuf. Ça voilà, tout ce qui est musical, tout ce qui est psalmodie, tout ce qui est mélopée, vous pouvez vous en donner à cœur joie à ce moment-là. Ensuite, au centre, donc, vous allez retrouver le sigil de l'égrégore et donc son nom. Il sera aussi lié par le caramel à chaque membre du groupe et vous pourrez faire appel à lui simplement en prononçant son nom, puisque du coup le sigil est relié à vos cheveux, etc. Donc vraiment, un égrégore de groupe, c'est ce que je préfère le plus personnellement. Après, vous pouvez aussi avoir une entité tutélaire. Donc, si c'est le cas, on passe donc au centre, soit au sigil de la divinité entité préexistante, en quel cas, encore une fois, le caramel va vous souder à elle, pour qu'elle vous accorde sa protection, et vous pouvez cette fois-ci l'utiliser en plaque pour poser une statue dessus. La statue de l'entité divinité qui vous accompagne. Si c'est une entité divinité, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de statuaire, rien ne vous empêche d'en créer une, mais c'est aussi la possibilité de lui créer son propre sigil ou de placer ses attributs aussi autour. Donc voilà, vous avez ces trois possibilités-là, à vous de voir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous botte le plus. J'ai vraiment fait en sorte que vous ayez... plein de possibilités. Panel relativement complet, ouais, plein de possibilités sympas là pour vous amuser. Et amusez-vous à lire les formes, je vous assure, c'est fun. On voit que t'as déjà un léger parti pris quand même, le cercle bien beau, bien propre. Mais déjà on peut le faire avec... ne vous inquiétez pas de ça, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais avec votre cascaria, votre cire, tout ça, oui, vous allez pouvoir venir. Au pire, oui. D'ailleurs, avec les coquilles d'œufs qui vous restent, parce que vous aurez peut-être pas utilisé tout votre œuf, et puis il vous reste la cire. Moi, j'utilise le reste de la poudre d'œuf, je la réduis en poudre et j'en fais de la cascaria, ce qui va venir justement apporter la protection du groupe. Ah bah oui. Donc quand on a besoin de la protection du groupe, paf, une pincée de poudre de cascaria dans son charme. Paf. C'est sûr que ça vient en complément avec d'autres choses, mais ça fait un lien, vous voyez. Et moi, avec le reste de cire, j'aurais tendance à la refondre pour en faire des médaillons. Comme ça, chaque membre du groupe a son médaillon. Et une partie de l'égrégore sur soi, en fait. C'est ça. Voilà. De l'égrégore ou de l'entité ou du groupe tout seul. Ou du groupe tout seul, oui. Voilà. Qui est déjà un égrégore en soi, finalement. Clairement. Clairement. Donc voilà, ce petit médaillon de cire, il peut être intéressant. Pareil, vous pouvez y apposer votre pouce ou faire le sigil du groupe. Là, les idées sont encore une fois libres. Mais voilà, vous avez vraiment possibilité avec tout ça de faire plein de petits travaux qui sont pas forcément compliqués. Pour la création d'égrégores, la psalmodie, tout ça, ça demande quand même un petit peu de travail. Un petit peu d'énergie aussi. Faites attention. Du temps. Le temps, de toute façon, on s'y attend, j'ai envie de dire. Quand il faut charger quelque chose, on sait que ça se fait pas en claquant des doigts. Magicien, oui, mais les miracles, c'est pas encore dans nos capacités. Mais par contre, l'énergie que ça demande, il faut l'alimenter et comme un bébé, j'ai envie de dire. Un bébé, si vous le nourrissez pas, il se nourrit pas. Donc si vous le nourrissez, ma foi, moi en tant que maman, quand je nourrissais ma gamine au sein, elle piochait dans mon énergie, pas de doute. Derrière, j'étais rincée. Là, c'est pareil. J'ai envie de dire, il va piocher dans votre énergie pour se nourrir, donc ça risque de vous rincer. Voilà, vous risquez d'être fatigué. Faites-y attention de façon à ce qu'il y en ait toujours au moins un qui tienne suffisamment debout pour tenir l'intérim, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà,
c'est le genre de petites bricoles auxquelles on fait pas forcément attention au début, puis finalement on se fait avoir. Donc on se fait avoir une fois, pas deux. Voilà. On se fait avoir plusieurs fois avec Adélaïda. Mais c'est pour ça que je vous préviens, faites pas comme nous. Oh maintenant c'est bon. Hein, non, ça y est, on a pigé le truc. Mais voilà, c'est le genre de plan, voilà, il vaut mieux pas se faire avoir bêtement, quoi. Et prévoyez, comme pour chaque sabbat, pour chaque ebsba, à manger. Voilà, parce que ça participe aussi à la reconstitution du capital énergétique, c'est très important. Donc, mangez bien derrière, voilà. Et préparez à l'avance. Ça, c'est un conseil aussi qu'on peut vous donner. Préparez à l'avance parce que vous allez voir que tout de suite, derrière, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous n'avez pas envie de sortir les trucs. Des fois, vous allez tomber affamé. Il est pas rare aussi d'avoir quand même des vertiges. Hein, des problèmes d'équilibre derrière. Donc tout de suite on se nourrit, vous préparez tout de suite une boisson de sucre rapide. Hein. Oui, un soda, un jus de fruits, une connerie. Mais soda, un jus de fruits, une menthe marocaine bien sucrée, quoi qu'il arrive, du sucre rapide. Voilà. Même un sucre sous la langue, hein, si vous voyez qu'il y en a un d'entre vous qui va pas bien, ça marche bien. Et voilà, en attendant d'avoir des sucres un peu plus lents. Mais voilà, tout de suite après la pratique, c'est la première chose à faire, j'ai envie de dire. C'est manger. Ah bah oui. Voilà. Et puis mine de rien, le fait de manger tous ensemble, ça va encore plus bien renforcer sûr. votre harmonie de groupe. Donc c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Bien voilà. sûr, bien sûr. Alors bah une potion à utiliser donc à cette période-là. Alors ça va être un lait chaud. Enfin lait chaud que vous allez utiliser froid, mais un lait chaud quand même. Je m'explique. En gros, vous allez faire chauffer du lait entier de préférence. Ça permet de rappeler l'entièreté de l'identité que vous allez prendre. Et du coup, vous allez l'agrémenter donc de fleurs d'aubépine et de miel d'acacia. Et ça va être pour nourrir votre nouvelle entité, donc synchronisée entre votre identité profane, votre identité sacrée, etc. etc. Donc tout ce qu'on a raconté sur la synchronisation des différents opposés au long de la vidéo. Ouais. Donc l'idée, ça va être... Donc, bon, faites attention, voilà, si vous êtes allergique au lactose, faites-le avec de l'eau. Même si, pour le coup, je préconise quand même le lait, dans le sens où va y avoir toute la symbolique d'Urus, hein, derrière, toute la symbolique donc nourricière, hein, pure et dure. Alors, après, au pire, vous pouvez bidouiller en prenant un lait d'amande, ou etc. Et puis, le marabouter, comme je dirais à ma fille. On fait beaucoup de kitchen witch avec ma fille, donc voilà, vous le maraboutez un petit peu, et puis ça se rapprochera déjà dans la couleur, oui. Et puis ça aura pas ce côté lactose qui pèse sur l'estomac si jamais vous êtes intolérant. Bref, ça c'est un conseil, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc ce lait, vous le faites chauffer, vous faites infuser votre aubépine. Ne pas en mettre trop, hein. Normalement il n'y a pas de contre-indication, mais bon, voilà, c'est 3 grammes d'aubépine pour 150 ml, c'est fraîche, ça. Hein. Oui, fraîche. Parce que sèche, ça doit être moins, je crois. Ah bah tu m'étonnes, oui, parce que fraîche, du coup, ça perd... Enfin, sèche, ça perd en substance, donc du coup, ça pèse moins lourd. Donc du coup, vous risquez d'en mettre plus. Même s'il n'y a pas de contre-indication, voilà, on préconise de ne pas en utiliser trop. Ça reste quand même un tonique cardiaque. Voilà. Ouais. Je sais que, voilà... Faites attention quand même à ce genre de truc. Oui, ben normalement il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec l'aubépine, mais c'est vrai que oui, mais on dit que les personnes qui ont une fragilité du cœur devraient demander conseil à leur médecin pour pouvoir en prendre. Donc voilà, c'est pas le tout de vous donner une recette et puis que vous vous retrouviez malade. Urgence, ça serait un peu con. Mais si vraiment voilà vous avez peur de pas la supporter, au pire vous en faites une infusion puis vous la mettez dans un bain. Ah bah oui, dans le bain. Ça fait le job aussi, hein. Mais voilà, du coup, ça peut être une idée. Donc, vous prenez votre lait, vous le faites chauffer, vous mettez votre aubépine, vous dessinez une petite spirale de miel, histoire d'avoir le petit côté serpent, le petit côté, voilà, la symbolique de la spirale hein, dans la géométrie. Et puis, cette mixture, vous allez la laisser refroidir tranquillement au clair de lune. Vous la boirez après. Comme ça, elle se sera bien gorgée des énergies de la lune en refroidissant, donc en perdant elle finalement de son énergie puisqu'elle a perdu de sa chaleur. Ouais. Donc elle aura remplacé son énergie à elle par l'énergie de la lune. Ouais. Et vous la boirez après. Alors, comme dans n'importe quel rituel de Kitchen Witch, encore une fois vous allez marabouter vos ingrédients avant. On pourrait vous donner des incantations, mais franchement, moi je suis pas adepte de ça, dans le sens où les meilleures incantations, celles qui fonctionnent le mieux, c'est celles que vous avez créées. Parce que vous êtes proche de la symbolique, proche de votre langue, et vous connaissez le vocabulaire tel que vous l'utilisez. Donc voilà, vous maraboutez bien vos ingrédients avant et vous faites ça tranquillement pour nourrir votre nouvelle identité. Et puis en musique, pour accompagner un petit chant de Mia.
Ah bah ouais, carrément, carrément. Moi je reste une fan indécrottable hein, de Mia, j'avoue, si vous connaissez pas, allez-y. Il y a même certains de leurs lives qui sont intégralement sur YouTube, parce qu'ils sont régulièrement au Castlefest. Enfin, Covid oblige, ils n'y vont plus, mais voilà. Ils ont fait régulièrement le Castlefest, et en général les lives sont intégralement retransmis sur YouTube. Donc allez-y, surtout allez-y, ce sont des magiciens au sens large du terme. Des magiciens au sens propre, mais des magiciens de la musique, des magiciens de la danse, des magiciens du théâtre, de la mise en scène. Enfin bref, vous aurez compris, je les adore. Et avec Adélaïna, on attend toujours de voir les pieds du chanteur principal. Moi je persiste, il a des sabots. C'est pas possible. Ah mais vous le voyez bouger sur scène, vous vous dites c'est pas possible, c'est un faune. En plus il joue de la flûte, il en joue 6 différentes je crois. Enfin bref, il m'énerve d'une certaine façon parce que je crois qu'il n'y a pas un instrument qui sait pas jouer ce mec. Voilà. C'est vrai. Bref, vous verrez. Et celle-là s'appelle Etresum ni Celted, donc l'alliance des Celtes. Donc on retombe encore une fois sur la symbolique de l'union, la symbolique de l'engagement. Bien sûr. Et en plus c'est une boucle. Hein, elle se contente de 2 phrases qui sont répétées en boucle tout le long de la chanson, et du coup ça renforce d'autant plus le côté spirale, le côté renforcement du coup de la lune. Hein. Donc pour moi elle est tout à fait appropriée, en plus elle est chantante, dansante, tout ce qu'il faut pour aller bien. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous vous contentez pas de celle-là, ma foi, faites-vous l'intégrale de Mia, c'est pas gênant. Et puis ils en ont que vous pouvez utiliser en psalmodie tel quel, il y en a, enfin voilà, ils vont piocher dans des langues très anciennes, il y en a en vieux norrois, il y en a en celte, il y en a, enfin ils en ont en anglais aussi, hein, ils en ont en estonien, enfin c'est pareil, il n'y a pas une langue qui parle pas non plus ces gars-là, quand je vous dis qu'ils m'énervent. Bref, mais c'est vrai ils sont vraiment complets, ils jouent des instruments très anciens, ils jouent de la vielle à roue, enfin voilà, vous verrez, c'est vraiment très intéressant, niveau sonorité, ça réveille tout un tas de petites créatures autour de vous, enfin c'est vraiment très intéressant, et du coup je trouve ça plus qu'approprié pour cette lune. Eh bien, on a fait le tour de tous les éléments qu'on voulait vous présenter pour cet esba de la lune de mai, hein, donc lune des plantations. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.